Yo, les amis, ici c'est Niox, le gars qui va vous parler de toutes ces pensées et propagandes qui gênent l'évolution de l'Africain, de l'homme noir en général, partout où il se trouve dans le monde. Parce que j'ai remarqué que nous sommes des champions en réappropriation culturelle, et ce qui fait souffrir les noirs partout. Donc, aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet encore du féminisme, mais sur un autre aspect, parce que le féminisme est très grand, très vaste, et il touche beaucoup de secteurs. Donc, nous allons parler du féminisme aujourd'hui, et je vais aborder un sujet bien spécifique. Pour ceux qui ne connaissent pas Rosie, vous devez connaître Rosie. Surtout vous qui pensez être féministe là, et vous qui voulez l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment se fait-il que vous ne connaissez pas Rosie? Rosie, la Rosie dont je parle, c'est Rosie la riveteuse, très populaire. Et vous devez connaître son histoire pour comprendre comment l'industrie, comment le féminisme s'est établi à travers les stars comme Beyoncé, Pink ou bien Christina Aguilera. Et encore, comment, à travers ces vedettes-là, elle a pu s'étendre, toucher d'autres pays, toucher d'autres mouvements, arriver même en Afrique. Bref, nous allons parler de cette égalité entre les hommes et les femmes, en partant du point de vue que c'est Rosie qui a lancé la mode. Et c'est elle qui a vraiment effectivement lancé la mode aux États-Unis. Donc les amis, avant de continuer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, donnez votre avis. Ne me dites pas quand même que vous n'avez pas d'avis. Tout le monde est intelligent et tout le monde a un avis sur tel ou tel sujet. D'accord ou pas d'accord, donnez votre avis. Même si vous voulez m'insulter que j'ai tort, donnez votre avis. C'est important. Ici, c'est la liberté. Bref, pour revenir donc à Rosie la riveteuse, il est important, tout le monde doit connaître qui elle est. Rosie la riveteuse, son histoire commence d'abord avec un discours de Roosevelt, un des présidents américains, dans les années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en plein Deuxième Guerre mondiale, en 1941. Roosevelt fait un discours où il aborde les quatre libertés qui sont la liberté d'expression, la liberté d'avoir un abri, la liberté de conscience, bref, il aborde ces libertés-là. Et par la suite, c'est une manière pour lui de faire la propagande, d'émanciper la population parce que les États-Unis sont en guerre. Ils sont en guerre, ils sont attaqués par-ci, par-là, par le Japon, dans ses principales îles et tout. Donc les États-Unis sont en danger, ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre le marché à peu près partout. Donc c'est comme ça que Roosevelt, par son discours, incite maintenant, comme une façon d'encourager ces hommes, les femmes, à aller travailler et à avoir de retrousser les manches quoi, pour se mettre au travail. Donc c'est comme ça que les hommes vont donc partir en guerre dans les différents territoires de par le monde pour se libérer du pays en guerre. Quoi. Donc le premier tableau donc arrive. Mais avant que ce premier tableau arrive, il s'agit du fait que puisque les hommes sont partis en guerre, il faut maintenant que les industries militaires qui existent déjà aux États-Unis, puisqu'elles existent déjà, il faut la main-d'œuvre. C'est donc cette femme-là qu'on va prendre comme main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines. Elles vont vraiment travailler dans le charbon. Hein. Tout ça, tourner le charbon et le machin, dans les vraies usines militaires. Quoi. Parce que c'était les usines qui dominaient le plus aux États-Unis. Puisque c'était en guerre, il fallait créer les armes, des trucs comme ça, l'armurerie, tout. Donc c'est comme ça que les femmes vont aller là-bas pour remplacer leurs maris qui sont partis sur le champ de bataille, partis en guerre. Et c'est comme ça alors qu'il y a un photographe qui va un jour se glisser dans une de ces usines-là. Elle va filmer une femme en tenue de travail. En tenue de travail avec des marques de charbon sur elle. Il va filmer. Et sans le savoir, la photo là va faire le tour de la ville, le tour des États-Unis. Pourquoi? Quand il va prendre la photo, c'était un truc pas commercial à l'époque parce qu'on ne s'attendait pas en fait de voir une femme dans les usines. Quand il prend dans la photo, il ne sait pas que ça va faire le buzz. C'est comme ça que les magazines approchent pour acheter son magazine, pour acheter sa photo. Donc on achète sa photo et on voit que c'est une bonne image pour inciter d'autres femmes à aller au travail. Car en fait, il y a une société qu'on appelle la Westinghouse qui existe aux États-Unis qui va prendre cette photo-là et la publier partout. C'est alors comme ça qu'en 1943, il y a Norman Rockwell, un peintre, célèbre peintre aux États-Unis, qui va donc dessiner cette femme, qui va s'appeler Rosie. Il va la désigner sous le nom de Rosie. Et la mannequin qui va peindre là, disant qu'elle est au travail, il va devenir une Rosie avec un bandana rouge, un habit indien retroussier bleu. Elle a fait de lever le poing comme ça, comme pour dire qu'elle est un homme, elle est dure, la viril comme les hommes, qu'elle peut faire le travail des hommes. Le message consistant à dire que les femmes peuvent faire le même travail au même titre que les hommes et être aussi en tant que les hommes. Donc c'est donc comme ça que Norman Rockwell va prendre il va peindre cette photo-là de Geraldine Doyle, qui sera la mannequin qu'on va peindre sur la photo. Donc il va reprendre ça et ça va faire encore un immense bruit aux États-Unis, parce que les États-Unis ont besoin d'un truc comme ça, de grandeur, d'être souverain, de tout, dire que c'est nous les États-Unis, là, nous sommes les champions du monde, bref, de s'émanciper à travers cela. Mais celui qui va vraiment faire que la photo prenne une toute autre tournure à travers le monde des États-Unis, c'est Howard Miller. Howard Miller, c'est un autre peintre. Donc lui, il va prendre la peinture de Norman Rockwell, il va redessiner encore Rosie sous une autre forme.
Parce que vous avez dit, Roosevelt a fait un discours où il aborde les 4 principales libertés majeures des États-Unis. Donc, l'autre là, comment il s'appelle, Howard Miller, il va reprendre les différents thèmes là. Donc ces peintures vont prendre les différents thèmes du président Roosevelt, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'avoir un abri, les trucs. Donc il va dessiner aussi sous différentes peintures, quoi, s'il ne me répète pas trop. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc c'est comme ça donc, que la peinture va avoir un vrai succès et ça va être repris par les entreprises, par les politiques qui n'auront pas d'autres discours et par d'autres pays d'Amérique latine qui vont reprendre. Et nous sommes là dans les années 1950-1960, début des années 1960. Donc les femmes vont commencer à avoir la hype comme ça. Mais le problème est que quand Howard Miller dessine cela, il met en dessous un slogan. We can do it. Qu'est-ce que ça dit? Nous pouvons le faire. Comme pour dire, les femmes aussi peuvent faire le travail des hommes. Donc c'est comme ça que le féminisme arrive. De ce point de vue-là, par aussi, c'est comme ça que le féminisme arrive. Donc we can do it, on peut le faire aussi. Donc c'est comme ça alors que le slogan va être retranscrit partout. Même les femmes vont se l'approprier. Les femmes vont plus partir au travail parce qu'au départ, le but, c'était pas de dire on peut le faire aussi, on peut le faire aussi pour dire que les femmes sont marginalisées. Bref, on les empêche de manger, on les tape. Non, c'était pas ça. Au départ, c'était juste que c'était une manière, c'était une façon politique de dire, d'encourager les femmes de partir au travail car il y avait trop d'absentéistes au travail. Parce que les États-Unis, il fallait qu'on crée des armes, il y a le travail de chiffre d'affaires continue malgré que tous les hommes soient dehors. C'était donc pour stopper l'absentéisme au travail là qu'ils ont créé cette propagande We can do it. Mais ça va être repris sous autre forme. Et nous allons le voir parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont prendre le truc. Il y a les littéraires, les romanciers noirs qui vont reprendre le truc disant que non, le combat des femmes a toujours été ceci. On pouvait toujours faire le travail des hommes. Et c'est comme ça, on était sûr, on peut faire la même chose. Il n'est plus question de rabaisser les femmes. Qui avait d'abord rabaissé les femmes? Comme je disais donc prendre comme ça. C'est comme ça que Rosie va se répandre partout en Europe, partout en Amérique. Parce qu'en Amérique latine, il y a les magazines comme Ludwig qui vont utiliser son truc, ou qui vont répandre l'image de Rosie dans les manifestations. Il y aura des manifestations avec We can do it, partout. Maintenant, pour n'importe quelle manifestation, maintenant, les femmes vont sortir au prénom. We can do it, we can do it, we can do it, mon frère. Donc c'est Rosie, la rêveuse, qui a fait ça dans les peintures de Howard Miller, qui ont permis à ce qu'il y ait cette émancipation-là. Mais on ne parle pas là de Pellier, la première psychiatre de France, qui a permis, ou bien je ne sais pas, les femmes qui ont permis le droit de vote en France. Ça n'a rien à voir avec le même. Ne confondez pas le combat féministe, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce féminisme qui comprend au fait que les femmes aient le droit de vote, les femmes puissent aussi entrer en politique, les femmes puissent aussi devenir médecins ou professeurs. Ce n'est pas le même féminisme là qu'on défend aujourd'hui. Parce que les femmes sont devenues comme une cause qu'on défend à tout et à travers, comme si c'était une catégorie sociale. Or, ce n'est pas une catégorie sociale. Sinon, il y a aussi les enfants qu'on tape dans les foyers. Sinon, on va aussi créer le droit, on va aussi créer l'enfantisme. L'enfantisme, ce serait un courant dans lequel les enfants n'ont pas le droit d'être tapés. Ou bien, des hommes qui sont maltraités, qui sont malheureux dans leur foyer. On va créer les homontismes, les hommes qui sont déçus dans le monde. Non, la femme n'est pas une catégorie sociale, c'est ce que je veux dire. Donc la femme est un être humain comme l'homme. Elle a ses problèmes, tout comme l'homme a aussi ses problèmes. Ça ne doit pas être une cause spéciale. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc Rosie va être utilisée à des fins politiques, qui au départ étaient non voulues. Mais ça va prendre une autre tournure quand les artistes comme Pink, que j'ai cité, vont l'utiliser dans sa chanson. Christina Aguilera vont l'utiliser dans sa chanson. Beyoncé va l'utiliser dans sa chanson Why Don't You Love Me. Beyoncé va l'utiliser, elle va même utiliser la photo. Elle va s'habiller en Rosie, la rilleteuse, dans Instagram en 2014, bandana rouge et tout. Tout ça pour dire que non, elle est dedans. Ou bien, tout ça, c'est l'image de Rosie qui a pris d'autres formes, qui a été utilisée par les pop stars, dans les manifestations, par les politiques et tout ça. Donc, mais là où il y a le déclic sur tout ça, c'est que l'inversion des rôles arrive dans les années 90, par là, quand le magazine Clara, en Europe, poste la photo d'un homme, suivez bien, poste la photo d'un homme, portant un bébé, un bandana, un jean bleu, bref, avec une pelle à main, bref, il est habillé en Rosie. Donc, elle poste un homme habillé en Rosie, mon frère. On peut dire que l'homme aussi doit faire ce genre de travail-là. C'est là où on arrive à l'inversion des rôles dans la société, grâce à l'image de Rosie. Vous allez, je vais peut-être vous poster la photo là. Et c'est là où il y a un véritable danger, parce que toutes les femmes maintenant vont commencer à dire non, on s'est battu pour sortir des cuisines. On souffrait tellement la cuisine. On souffrait tellement s'occuper des enfants. Maintenant qu'on peut aussi travailler comme les hommes, il est aussi temps que l'homme aussi s'occupe des enfants comme nous on le faisait auparavant. Voilà le discours des féministes en passant par Rosie. Et je trouve ça lamentable. Vous voyez un peu.
Vous allez voir le truc de Rosie la riveteuse va aussi atteindre d'autres sphères. Elle va aussi arriver en Afrique. Je pense à la présidente de l'Éthiopie actuelle, Zalework Zuni, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui milite beaucoup pour les agressions sexuelles des femmes, la violence sur les femmes. Là, c'est un bon combat. Elle va utiliser la photo de Rosie. Elle va prendre la photo de Rosie mettant sa tête à elle sur le corps de Rosie pour dire qu'elle est une femme forte, bataille, qui milite contre l'agression faite aux femmes, les agressions sexuelles faites à l'encontre des femmes. Là, c'est un combat à loi. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui dit que, ok, on était en prison, on souffrait trop. Non. Mais Simone de Beauvoir, les grandes penseuses du féminisme en France, ici, au XIXe siècle, dans son livre Le deuxième sexe, il y a un passage abominable où elle décrit carrément. C'est-à-dire, elle tire sur les hommes d'une façon. Elle te dit, non, la femme à partir de l'adolescence commence à recevoir les règles. Les règles sont douloureuses et c'est tout, ça montre que la femme souffre. Après, les seins commencent à pousser. Ça montre que la femme a la différence des hommes qui n'ont pas un poids sur eux. Eux, ils ont le thorax lisse et la femme, elle a les seins. Et en plus, la femme, elle doit accoucher, elle enfante. C'est délicat, porter, enfanter. Donc, il ne faudrait pas que... Donc, elle se victimise. Donc, même le rôle physiologique de la femme, elle commence à nier. Ça, c'est Simone de Beauvoir, ça, les grandes penseuses du féminisme en Europe. Vous voyez? Donc, tout ça, voilà le féminisme. Toutes ces filles qui disent qu'elles sont féministes, là, je ne sais même pas si elles le savent. Si elles le savaient, est-ce qu'elles sont d'accord avec les pensées de Simone de Beauvoir ou bien de Rosie la riveteuse? Rosie la riveteuse n'était pas là pour dire oui, Kando, oui, nous allons sortir des cuisines. Maintenant, les hommes aussi doivent porter les bébés, changer les couches des enfants. Bref, Noé, c'est eux qui le transmettent la culture aux enfants. Non. La société africaine est patriarcale, c'est-à-dire qu'elle repose plus sur l'homme comme l'homme est garant de la culture et tout. Mais en Afrique, c'est la mère qui a suivi ce rôle-là. C'est pour ça que moi, je compte pour que les femmes en Europe, puisque les femmes travaillent, elles travaillent à mi-temps pour qu'elles puissent avoir le temps de retourner s'occuper des enfants, car c'est leur tâche première. Parce que s'occuper des enfants, c'est un travail. Il ne faut pas dire qu'elle est juste ménagère. C'est un travail qui peut être plus passionnant. Ça peut pas être difficile comme Simone de Beauvoir le décrit dans son livre, le deuxième sexe. C'est un travail passionnant, enrichissant et plus important aux yeux des hommes. Et plus important même pour la femme, pour un enfant. Parce qu'on ne va pas dire un enfant ne va pas être content de voir toujours ses deux parents au travail ou bien de voir sa mère au travail. Même si la mère, le gars veut le jouer, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que sa mère soit là, qu'elle lui apprenne des choses. Si moi aussi je suis content de ma mère aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est occupée de moi. Elle m'apprenait à lire, elle m'a appris à compter, elle m'a appris les valeurs, le patois, des choses comme ça. C'est la mère qui retransmet ça. Mais l'homme est seulement garant culturel dans le sens où, et ethnologiquement, l'enfant va suivre plus l'ethnie du père et tout ça. Mais la transmission de l'éducation, des valeurs profondes, c'est la femme qui fait ça en Afrique. Mais avec l'Europe, il y a inversion. D'ailleurs, comme je vous dis, avec le magazine Clara et d'autres magazines d'Amérique latine et d'autres auteurs noirs, que peut-être vous affichez à l'écran, elles vont se revendiquer être féministes dans le sens où elles doivent à tout prix elles doivent être égales des hommes et des femmes. C'est pas ça. Est-ce qu'une femme, elle parle par exemple à l'Assemblée, on n'est pas mieux représenté, on est représenté à 25% de femmes, 75% d'hommes. Est-ce que c'est quoi ça? Au travail, c'est 20% de femmes, 80% d'hommes, comme si la femme était une catégorie sociale. Est-ce qu'une entreprise a obligation de prendre 50% d'hommes, 50% de femmes? Frère, l'entreprise est là pour réaliser le profit, un chiffre d'affaires. Donc, elle repose plus sur la compétence. Donc maintenant, on va dire que non, on va prendre une femme, 50% de femmes. Non, obligé, c'est obligé. Ça, c'est un faux combat, c'est un combat pour le rêve des gens. Et je vous dis, le féminisme, c'est un truc qui donne plus de l'argent aux penseurs, à l'élite, au patronat occidental. Mais c'est un truc, c'est un sujet que je vais aborder, il y a une autre vidéo. Je ne veux pas entrer là-bas, là-bas, je vais détailler ça dans une autre vidéo parce que le féminisme est si grand. Donc, je voulais juste vous aborder le point de Rosie la riveteuse avec le Ricandoi, qui est devenu Ricandoi. Dès lors que c'est l'homme qui porte le bébé, on a mis Ricandoi. Comme genre, il peut le faire aussi. Donc les hommes, voilà déjà aussi vos rôles, c'est ce que les femmes vous disent. Donc je voulais vous présenter ça. Et aussi aller lire le livre Rosie la riveteuse. Très bon livre, vraiment, il est court, très passionnant à lire. Mais il vous montre à quel point les femmes sont prêtes à aller pour avoir des libertés, des privilèges, quelque chose qu'elles n'avaient pas avant, comme si c'était trop marginalisé avant. Donc les amis, je vais vous dire de vous abonner sur Yops, sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Twitter, partout, TikTok, je suis partout. Les gars, abonnez-vous et partagez. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. C'est la connaissance, c'est l'éducation.